Isabelle Maréchal. La fusillade survenue hier à pareille heure, là, il y a tout juste 24 heures, ce qui s'est déclaré à 13h20 dans la municipalité de Tumbler Ridge, c'est en Colombie-Britannique. Ça a profondément ébranlé toute la population, évidemment, dans le Canada et bien sûr chez nous aussi. Ça a ravivé l'inquiétude de tous parents quant à la sécurité des milieux scolaires. Il y a beaucoup de parents au Québec ce matin qui ont dû se réveiller en se disant, mon Dieu, mon enfant est-il en sécurité dans les écoles? On a entendu plusieurs messages aujourd'hui là, de condoléances. Je vous le disais avant la pause, le roi d'Angleterre a même envoyé ses condoléances et ses bonnes pensées à toute la communauté de Tumbler Ridge. Le premier ministre du Canada également. On a un extrait. C'est un jeu difficile. Le Canada est en deuil. Le Canada partage en deuil avec vous. Et le Canada, tous les Canadiens sont avec vous. Et je veux remercier le chef du gouvernement de nous alliés à travers le monde, la France, le Royaume-Uni, Sa Majesté lui-même, Son Majesté lui-même, l'Inde, le Finlande, la Norvège, l'Australie, plusieurs pays qui m'ont informé directement leurs condoléances et leur solidarité avec le peuple de Tumbler Ridge et tous les Canadiens. Ouais, et on voit un premier ministre Carney sur le bord des larmes, vraiment. Là. Il y avait la voix qui tremblait, il y avait les larmes aux yeux. Même Pierre Poilievre, le chef de l'opposition, a envoyé ses condoléances également. Et lui aussi était très affecté. Là. Il s'est dit, comme parent, c'est sûr que ça nous touche droit au cœur, mais je pense que tout citoyen, on parlait de sécurité hier avec le chef de police Fadi Daguerre, puis on parlait du sentiment d'insécurité que beaucoup de gens vivent, que ce soit à Montréal, au Québec. Puis là, ce qui se passe, c'est rien pour nous rassurer. Stéphane Wall est avec nous. Il est superviseur retraité du SPVM, justement. Il est spécialisé en usage judicieux de la force. Merci, Stéphane, d'être là. Merci, Isabelle. Ce genre de situation, vous n'avez jamais eu à intervenir dans le cadre d'une fusillade dans une école, mais vous étiez aux premières loges de plusieurs autres tragédie où vous avez même été le policier qui est intervenu dans une prise d'otage qui s'est mal terminée. C'était il y a 25 ans, mais quand même, hein, ça reste marquant pour une carrière de policier. Bien, effectivement, quand tu es un policier et tu es impliqué dans un événement où ce que tu dois malheureusement enlever une vie, mais pour sauver une autre vie, bien, c'est sûr que ça laisse des séquelles à long terme, différents types de séquelles. Mais on n'oublie jamais un événement comme ça. Comme les policiers l'ont vécu hier, là, c'est inoubliable. Puis non seulement la communauté est affectée, les policiers qui ont intervenu sont affectés, puis les familles sont affectées. Fait que tout le monde va regarder des longues séquelles de cet événement. La police est intervenue rapidement, apparemment, hier. Bien, selon les informations qu'on a, effectivement, peut-être dans les 2 premières minutes, il y aurait au moins 1 ou 2 policiers qui seraient intervenus. Et dans une situation comme ça, les policiers, lorsqu'ils reçoivent un appel comme quoi qu'il y a un tueur actif ou un tireur actif, bien, les secondes comptent parce que chaque seconde qui passe, c'est peut-être des victimes qui se rajoutent au compteur. Donc, les policiers vont devoir se déplacer rapidement sur les lieux avec les informations qu'ils ont via le 911, via les témoins, essayer de localiser rapidement où se situe le ou la suspecte. Est-ce qu'il est dans la cafétéria, dans la bibliothèque de l'école? Les policiers vont rentrer à l'intérieur, n'attendront pas du renfort, les patrouilleurs, je parle, et vont se diriger vers les coups de feu, vers les cris, vers les menaces. Puis le but, c'est de neutraliser le plus rapidement possible la menace. Et après ça, s'occuper des victimes qui sont dans les couloirs. Ça devient la deuxième priorité. Oui. Là, il y a 10 ados, en tout cas 10 personnes, dont beaucoup d'ados, qui ont été tués. Il y en a au moins 25 aussi qui ont été blessés, dont certains dans un état critique. Il y a le tireur, dont on pense que il y aurait des membres de la famille, apparemment, là, selon un média, qui auraient reconnu un de leurs proches, et ce serait un jeune transgenre. On parlait jusqu'à maintenant là, d'une femme aux cheveux bruns qui portait une robe. Je le disais tout à l'heure aux auditeurs, il y a encore tellement d'informations là, qui doivent être... oui, puis la priorité, c'est aussi
à 24 heures après ce genre de tragédie, là, pour la police, la priorité, c'est quoi, Stéphane? Bien, c'est sûr que dans les premières minutes, c'est un chaos incroyable sur les lieux d'une tragédie comme ça. Puis, dans une communauté qui est plus petite, est-ce qu'il y avait le nombre de policiers nécessaires pour gérer ce genre de méga scène-là? Parce que non seulement il faut que tu neutralises le premier tueur, il faut que tu penses qu'il y en a peut-être un deuxième. Donc, ça te prend des équipes qui vont chercher, qui vont fouiller l'endroit. Ça te prend des équipes qui vont s'occuper des victimes, l'évacuation des victimes. Ça te prend des équipes qui vont enquêter aussi, qui vont faire les annonces de décès auprès des... l'identification puis l'annonce de décès après ça auprès des familles. Ça prend des équipes de policiers pour faire le périmètre. Donc, ça prend énormément de policiers parce qu'ils étaient en nombre suffisant, parce qu'ils ont fait des rappels en devoir pour être capables de combler tous les besoins. C'est quelque chose qui est possible. Fait que c'est encore plus difficile dans une petite communauté comme ça que quand ça arrive dans une grande ville comme Montréal, par exemple, ou Toronto. Oui, ça, c'est une bonne différence parce que à Montréal, si on pense que, exemple, dans le cadre de travail de jour, présentement, il y a peut-être 500 policiers qui patrouillent. Bien, s'il se passe quelque chose, que ce soit dans une école, souvent on pense aux écoles, mais dans l'histoire nord-américaine, c'est arrivé dans des centres commerciaux, c'est arrivé dans des métros, c'est arrivé dans différents types d'endroits publics. Donc, il y a une masse de policiers dans les grandes villes qui peuvent se déplacer. Puis ça aide beaucoup là, à essayer de stabiliser une scène quand c'est possible. Tandis que dans une petite municipalité, c'est un peu plus difficile. Puis là, les prochains jours, prochaines semaines, ça va être d'amener de la sécurisation, de la présence policière, de parler aux gens pour les rassurer. Ça va prendre des polices là, pour faire ça. Est-ce qu'on n'est jamais préparé à ce genre de tragédie-là? Bien, pour les policiers, si je parle de, disons, la GRC qui était sur les lieux, il faut se souvenir de l'événement Portapique, qui était une autre tragédie qui s'est étendue sur presque 24 heures. Et la GRC avait été quand même assez sévèrement blâmée par le... Rappelez-nous les faits, là. Bien, Portapique, c'est un individu en crise qui avait maquillé un véhicule aux couleurs d'un véhicule policier. Et il a fait une cavale meurtrière pendant plusieurs heures. Il s'est déplacé, puis il a réussi à passer des barrages. Il y a eu des problèmes de communication au niveau de la police, au niveau de la communication, au niveau du confinement avec la population. C'était pas clair que est-ce qu'il s'était déguisé ou pas. Il a croisé des vrais policiers. Les vrais policiers l'ont pas reconnu. À un moment donné, il y a une policière qui l'a reconnu en station-service. Il y a eu une policière qui est décédée. Donc, des échanges de coups de feu. Fait que ça a été quelque chose, au niveau de l'équipement, les communications, il y a eu plusieurs lacunes. Est-ce que là, depuis Portapique, la GRC... C'était il y a 6 ans, en Nouvelle-Écosse. Puis là, est-ce qu'ils ont appris, au niveau de la formation également, la formation en matière de déploiement rapide, de tueurs actifs, est-ce que les policiers qui ont agi hier avaient eu une formation qui est assez récente? Bien, ça, c'est toutes des choses qu'on va savoir dans les prochaines semaines. Oui. Puis, après, dans les écoles... on sait qu'il y a régulièrement, je ne sais pas si ça se fait encore de façon systématique là, dans les écoles au Québec, entre autres, là, mais des exercices pour que les jeunes développent ce réflexe. En même temps, on ne veut pas les stresser plus qu'ils sont déjà. Ça crée beaucoup d'anxiété, ça. Moi, je me souviens quand mes filles étaient à l'école, puis qu'elles rentraient en me disant « Hey, on vient d'avoir un exercice où on a fait comme s'il y avait un tireur, puis on est allé se cacher pendant quelques minutes sous le bureau. » J'avoue que comme parent, je me disais, oh mon Dieu, est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Est-ce que c'est une bonne chose, d'après vous, de faire ça? Est-ce que c'est nécessaire dans le contexte actuel? Bien, c'est sûr que moi, comme policier, j'ai un petit peu la tendance à dire qu'il faut toujours mieux se prévenir que guérir. Et on a des exercices d'incendie annuels dans presque tous les établissements publics. Donc, une fois par année, de dire on va faire un exercice de confinement, je pense que c'est un plus. Donc, comment... puis la réalité, c'est que sur le terrain, dépendamment des commissions scolaires, bien, il y a de la formation qui se fait. Des fois, c'est des formations auprès des étudiants. Des fois, c'est juste le personnel enseignant. Mais au moins, si les enseignants savent comment réagir, se confiner, se barricader dans leur local, en cas de signal d'alerte, bien, ça peut permettre de sauver des vies. Ce que le suspect cherche quand il entre dans un établissement, c'est des cibles. C'est des proies faciles. Donc, s'il n'y a personne dans les couloirs puis tout le monde est barricadé dans les classes, il n'y a pas de victimes. Il y en a moins. Puis là, c'est plus facile pour les policiers qui vont arriver sur les lieux de localiser le suspect puis de le neutraliser.
Vous parlez des intentions du tueur dans ce genre de tragédie-là. Elles peuvent être aussi nombreuses qu'il y a d'individus, finalement. Tout le monde a son histoire personnelle, tout le monde a ses rancœurs. Là, il semble que ce soit une personne peut-être transgenre. Ça va suggérer plein de choses à plein de monde qui vont en profiter pour répandre leur fiel, puis parler contre la diversité, puis contre les communautés transgenres. Mais ça pourrait être des cas, là, il y en a tellement. Il y en a plusieurs. Les motivations, il y en a dans l'historique, là, disons, des 25 dernières années. Tu as des motivations politiques. Pauline Marois, c'était un tueur actif. Heureusement, son âme s'est enrayée. Mais il aurait pu faire beaucoup plus de dommages. Donc, des fois, c'est politique. Des fois, c'est religieux. L'attentat à la mosquée, ben là, à Québec, on s'attaquait à des musulmans. Oui. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben là, c'était des individus radicalisés qui s'en prenaient aux mécréants. Donc, des fois, c'est politique, des fois, c'est religieux. Dans le cas qui est arrivé hier, est-ce que c'est quelqu'un qui avait une perception qui était ostracisée parce qu'il n'était pas accepté, ou c'était la réalité, puis il était vraiment ostracisé parce qu'il était en transition de genre? Puis il a subi l'intimidation. Il a subi l'intimidation. Puis ce qu'on sait aussi avec l'historique, c'est qu'en milieu scolaire, normalement, la moyenne des gens qui vont agir, c'est souvent des jeunes hommes, 16-17 ans. Les filles en milieu scolaire qui vont agir, qui vont être des tueurs actifs, c'est des exceptions. Et ce que je sais, c'est qu'il y a une personne transgenre, au moins aux États-Unis, qui a fait ce genre d'attaque-là, mais c'est des exceptions. Ouais. Donc, comment que la personne se sent, les motivations, on va le savoir à travers les prochaines semaines lorsque l'enquête va être terminée. Là. Des commentaires bons et moins bons dans la messagerie 187 Cube Radio. On n'ira pas du côté transgenre de la chose parce que je pense qu'on bifurque un petit peu, mais oui, on fait allusion au côté que certaines tueries de masse aux États-Unis, ça l'a été. Des transgenres aussi, des gens en transition. Mais bref, on arrête ça là. Mais moi, je voulais revenir par rapport au... vous disiez les exercices de feu. Oui. On a quasiment l'impression qu'aujourd'hui... De confinement aussi, mais aussi... d'incendie. Ouais. On a quasiment l'impression avec les nouvelles qu'il y a plus de chances qu'on confronte un tireur dans notre école que notre école tombe en feu, en fait. C'est le cas de le dire. Est-ce que vous trouvez, je sais que vous avez dit que c'était pertinent, mais est-ce que ça l'est quasiment plus qu'un exercice d'incendie? Bien, moi, comme policier, c'est sûr, je vais répondre oui, ou comme ancien policier, parce que le Canada et le Québec particulièrement, on a eu plusieurs, quand même, événements. Si on regarde là, depuis... Polytechnique, on parle d'environ 8 ou 9 événements juste au Québec là, qui sont survenus. Dans des écoles? Pas juste des écoles. Ça peut être sur la voie publique aussi. Un véhicule bélier comme à Amkoui, c'est un tueur actif. Ouais, complètement. Donc, un tueur actif, là, c'est pas juste avec une arme à feu. Ça peut être avec un couteau, ça peut être avec un véhicule bélier, ça peut être avec une veste explosive. Puis ça, c'est venu beaucoup avec tout ce qui était relié à l'État islamique 2012-2013. Il y a plusieurs attentats. Et ce qu'on demandait, c'était de tuer des gens de toutes les manières possibles. Ouais. C'est pas juste des armes à feu. Donc, il faut se préparer. Il y a des commissions scolaires qui sont plus proactives. Il y a des écoles qui sont plus proactives. Il y a tous les enjeux de santé mentale, Stéphane, aussi. Là. Ça, c'est une grosse problématique. Et parce que je pense à celui qui est rentré là, dans la garderie à Laval avec son autobus, en psychose, supposément. Ça, là, c'était comme un tueur actif. Là. L'autobus était l'arme. C'est considéré comme un tueur actif. Complètement, c'est ça. Tout à fait. C'est un véhicule bélier. Et ça, c'est des enjeux de santé mentale, puis on va en voir de plus en plus, malheureusement, à votre avis? Bien, tout à fait. On a eu la désinstitutionnalisation, c'est un long mot, mais ça fait une trentaine d'années. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les soins requis dans la communauté, qui ne les prennent pas ou qui s'automédicamentent ou qui cessent leur médication. Depuis la pandémie, il y a une explosion des appels au 911 avec des gens qui ont une problématique de santé mentale. Ouais. Puis, au niveau des statistiques de l'historique nord-américain, disons dans les 25 dernières années, puis là, je comprends les États-Unis, on dit qu'il y a environ 20 à 30 des gens qui avaient un diagnostic de santé mentale avant de passer à l'acte. Mais tous ceux qui ont passé à l'acte avaient, une bonne partie avaient des problématiques de santé mentale, mais qui étaient peut-être pas... les a échappés. Ou il n'était peut-être même pas entré dans le système encore. Exact. Fait qu'il y a différentes... c'est vraiment une problématique
grandissante. Une composante, oui, effectivement. Ouais. Stéphane Val, merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci. Superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. On va s'arrêter ici, puis après la pause, je reçois Richard Desjardins, que vous connaissez bien, auteur, compositeur, interprète, cinéaste. Il sera là avec le président de l'Action boréale. Ils ont tous les deux cofondé l'Action boréale. Henri Jacob sera avec lui. Parce que je veux revenir sur une espèce de cri du cœur. Ils ont écrit un beau témoignage, une belle lettre pour essayer de nous rallumer un peu notre passion pour la forêt boréale québécoise. Et j'ai très hâte de les entendre puis vous faire écouter ce qu'ils ont à dire. Ça fait 26 ans qu'on a eu l'occasion de voir le documentaire L'erreur boréale et c'est toujours beaucoup d'actualité. J'aimerais avoir vos commentaires d'ailleurs parce que je vous pose la question. D'après vous, à qui appartient la forêt québécoise? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment propriétaire de nos forêts? On en jase tout de suite après.